Le grand objectif d'Ayn Rand, c'était d'arriver à proposer, comme elle dit, un nouveau type de relation entre les êtres humains, ce qu'elle appelle des relations non sacrificielles. Ça voudrait dire que les individus, peu à peu, se rendent compte qu'on ne pourra pas survivre, si, c'est un terme qu'on emploie très, très souvent, qu'on ne pourra pas survivre, en effet, si on ne se convertit pas à la rationalité, à la fierté, à l'estime de soi. Bonjour à tous, bienvenue à Contact, une émission qui vous est présentée encore cette semaine de notre sympathique petit studio parisien. Je vous rappelle qu'il est possible de nous voir grâce à notre chaîne YouTube. Il est aussi possible de nous écouter sur toutes les grandes plateformes où je vous invite d'ailleurs à laisser des commentaires et même des notes utiles pour notre référencement. Au menu aujourd'hui, Ayn Rand, grande romancière, philosophe américaine, personnage extrêmement influent mais pourtant assez peu connu dans l'espace francophone. Les choses ont un peu changé avec la publication, il y a une dizaine d'années, de la traduction française de son roman Atlas Shrugged, La Grève en français. Un travail d'amour, un magnifique travail d'amour fait par Sophie Bastide-Foltz. Notre guide aujourd'hui est le philosophe Alain Laurent, grand spécialiste de l'œuvre de Ayn Rand. Bonjour, Monsieur Laurent. Bonjour. Très content de vous retrouver en face de moi. C'est réciproque. Car depuis longtemps déjà, je m'intéresse à la romancière et à la philosophe Ayn Rand. Je disais qu'elle a été longtemps méconnue dans l'espace francophone. C'est moins vrai aujourd'hui, mais elle est toujours pour plusieurs sulfureuse. Pourquoi selon vous? Écoutez, ça vient du contexte très particulier de l'espace français, qui est social-étatiste, et pour lequel, dès que l'on ne respecte pas tous les canons du social-étatisme, l'État-providence, l'interventionnisme de l'État, etc., eh bien, on est quelqu'un qui mérite d'être dénoncé, rejeté. C'est tout juste si on n'est pas accusé d'être une sorte de crypto-fasciste. Donc, ça vient vite, la France, de ce point de vue-là, est une terre de mission, avec donc toute une formidable résistance, ce qui n'empêche pas que peu à peu, le nom de Ayn Rand est tout de même connu. Elle est toujours, en gros, rejetée sur le plan intellectuel, mais au moins on commence à la connaître. Est-ce un peu beaucoup peut-être parce qu'elle exalte l'individualisme, le besoin d'accomplissement au cœur de sa philosophie, qu'elle s'intéresse beaucoup aux créateurs, tous azimuts d'ailleurs. Quand on parle de création avec Ayn Rand, on pourrait même faire le postulat que construire sa vie participe aussi du projet randien. Absolument. Est-ce que c'est ça un peu qui choque? Écoutez, il y a deux... L'idée de l'individu puissant. Oui, mais... par-dessus tout, c'est le fait qu'il utilise deux mots qui sont complètement à proscrire dans le contexte français, capitalisme et égoïsme. Donc rien que cela suffit à vous faire complètement jeter. Mais je vous dirais que ce n'est pas que le contexte français seul où ce genre de prévention s'applique. Oui, et c'est d'ailleurs une source de malentendu quant à la pensée réelle d'Ayn Rand, qui ne peut absolument pas se résumer à cela. Dans une interview, je crois que c'était au Los Angeles Times au début des années 60, elle avait dit « Je suis l'avocate, certes, du capitalisme, mais avant tout de l'égoïsme, et même avant l'égoïsme, je suis avant tout l'avocate de la rationalité. » Voyez-vous. Et ça passe toujours inaperçu, c'est-à-dire qu'on refuse de prendre en compte ce qui est tout de même le terreau fondamental de sa philosophie, la recherche de la rationalité partout. Oui, parce que si on avait à résumer un peu rapidement sa pensée, je dirais raison, rationalité, peut-être un peu de romantisme aussi, parce que la romancière est très romantique. Oui, c'est un terme d'ailleurs qu'elle utilise volontiers elle-même, c'est tout à fait exact. Ses héros sont terriblement romantiques d'ailleurs dans ses romans. Et responsabilité. Est-ce que ce ne sont pas les 4 R fondamentaux de Ayn Rand? C'est-à-dire que nous sommes, si on est raisonnable, responsables. Plus rationnel que raisonnable.
la raisonnabilité implique une sorte de modération, d'équilibre entre des extrêmes, ce qui n'est certainement pas le cas d'Ayn de Rand. ces personnages. Oui, voilà. Mais si on est rationnel, on sera par définition aussi responsable. Tout à fait, tout à fait. Pour elle, ça va de pair, en effet, puisque c'est la rationalité permet avant tout la prise en compte du réel, de quelque chose qui est donc indépendant de notre esprit, et on devient responsable à partir du moment où on peut s'appuyer sur le réel, parce qu'il y a, selon Ayn Rand, et ça me paraît particulièrement bien vu, elle est l'une des rares à avoir bien signalé cela, le réel est gouverné par la loi de la causalité, il n'y a pas de cause sans effet, mais une fois qu'on a agi en tant que cause, il faut assumer les effets et en bénéficier si jamais ils sont bien choisis. Et c'est là que s'origine la responsabilité. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, la pierre d'assise de l'édifice randien, parce que pour être capable de raison, encore faut-il être aussi capable d'admettre le réel. C'est un mot fondamental qui, aujourd'hui, d'ailleurs, me semble souvent gommé. On est très idéaliste. On vit dans un monde qui est peut-être moins aristotélicien que le sien à elle, et où le réel peut être altéré, changé, gommé. Absolument. D'ailleurs, l'un des mots de l'époque, c'est le déni du réel, le déni de réalité. Donc, l'époque d'aujourd'hui. De domaines dans le monde d'aujourd'hui, sans doute déjà un peu, et même pas mal, à l'époque d'Ayn Rand. Mais ça veut dire qu'elle conçoit la rationalité pas d'une manière abstraite. Il y a évidemment tout l'aspect de la logique, de l'enchaînement logique des causes et des effets, la chaîne de causalité, mais en même temps, c'est la capacité de l'esprit à s'ouvrir à ce qui n'est pas lui, à admettre la réalité. La réalité est un fait qui s'impose, et l'irrationnel, c'est celui qui refuse le réel. C'est d'ailleurs mais ça arrive tous les jours aujourd'hui. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est tout de même l'un des grands mots de l'époque, dans de multiples domaines. Et de ce point de vue-là, elle est extrêmement utile sur le plan intellectuel. Et probablement prophétique, parce que c'est un peu pour moi le prétexte de notre rencontre à vous et moi aujourd'hui. J'ai relu récemment La Grève en français, Atlas Shrugged. Alors quand on parle d'Atlas, on pourrait penser à la vertèbre qui tient notre cerveau, la première de nos vertèbres, mais aussi évidemment à ce géant qui porte le monde sur ses épaules. Ah ben c'est ce à quoi pensait Ayn Rand, justement. Évidemment, puisque la vertèbre est nommée après lui, ce géant. Et je me disais, elle est prophétique parce que de plus en plus, notre monde ressemble à celui qu'elle décrit en 1957, où la compétence disparaît, où soudainement les trains ne fonctionnent plus, les bureaucrates nient le réel, s'attaquent à ceux qui sont d'entre nous les plus productifs ou créateurs parce qu'ils dérangent. Et finalement, on attend le jour où la dernière ampoule s'éteindra à New York. Or, dans le monde post-pandémie, il y a un peu de ça. Oui, il y a une sorte de grande fatigue qui sévit dans le monde actuel. Mais Ayn Rand l'avait vu venir, elle l'avait tout à fait diagnostiqué dès son époque. Donc, dans les États-Unis des années 50, c'était déjà quelque chose qui était sensible, mais qui n'était pas poussé au paroxysme actuel. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est en cela qu'elle se révèle extrêmement utile et presque s'impose actuellement comme contre-feu intellectuel à toutes les tendances négatives de notre époque. Alors, je vous prierai de développer ou de déplier cette idée parce que mon postulat, pour ceux qui ont lu Ayn Rand, et je comprends qu'on peut avoir des réserves à l'endroit du personnage et de sa philosophie, mais nous sommes en train de vivre quelque chose qui ressemble étrangement à ce qu'elle décrit dans La Grève. Donc, quand on parle de contre-feu, de quoi s'agit-il? Et peut-être pouvez-vous élaborer sur ce roman La Grève pour nous permettre d'entrer dans sa logique et de comprendre un peu de quoi elle parle. Oui. Alors, j'inclurai aussi son premier grand roman, The Fountainhead, la source vive. Il faut une sorte d'ensemble. Mais alors, nous y reviendrons, parce que je pense que vous êtes du même avis que moi. J'ai préféré de loin The Fountainhead, comme roman déjà. Absolument. Et parce que c'est moins le prétexte à un pamphlet. Or, Atlas Shrugged, c'est un peu un pamphlet, mais puisqu'il nous parle d'aujourd'hui, ce roman...
Alors, j'en viens à ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire ce déni de réalité qui peut se manifester dans de multiples domaines. Or, Ayn Rand, et derrière ce déni de réalité, il y a aussi presque le postulat le plus répandu à l'époque, qu'on peut appeler le relativisme. Or, la philosophie d'Ayn Rand, qu'elle a donc baptisée objectivisme, est par définition un anti-relativisme. Il y a je vais employer peut-être un mot un tout petit peu excessif, mais il y a des absolus, ne serait-ce que dans le rapport à la réalité. L'esprit humain, pour arriver à comprendre le réel et arriver à l'utiliser, doit s'y soumettre, et il n'a pas le droit à l'erreur du subjectivisme. Autrement dit, ce qui se passe actuellement, c'est soit que l'on sombre dans un subjectivisme personnel, une sorte d'idiotie au sens fondamental du terme, ou un subjectivisme collectif qu'on peut trouver par exemple dans le wokisme, dans le multiculturalisme, etc. Or, Ayn Rand a posé les bases de résistance intellectuelle à ça, et plus que de résistance, d'éventuelles reconquêtes pourvu que nombre de nos contemporains prennent conscience de ce qui se passe actuellement, qui est une sorte... Le terme déconstruction étant bien choisi par les adversaires de la rationalité, puisqu'à partir du moment où on déconstruit, et où on prétend que tout n'est que construction sociale, évidemment, il n'y a plus du tout de base pour la vérité, pour la rationalité, etc. C'est là que le combat d'Ayn Rand, donc qui date de plus d'un demi-siècle, reprend une actualité de plus en plus vive et nécessaire. Mais alors aujourd'hui, on peut... partout d'ailleurs, et particulièrement dans les universités, entendre que la biologie peut être un construit. On nous parle de la vie éternelle, les scientifiques nous parlent de la vie éternelle, ou sinon de l'homme augmenté. Donc à partir du moment où ce qui semblait être des absolus irrévocables, la biologie, le cycle de la vie, sont contestés, bousculés, construit ou déconstruit, parce qu'avec le transhumanisme, je pense qu'on construit. Je ne sais pas si c'est pour le meilleur, mais on construit quelque chose. L'homme plus, le surhomme, dirait peut-être Nietzsche. Est-ce que la pensée de Rand est bousculée par ça, parce qu'elle n'avait sans doute pas anticipé qu'on se retrouve là? Elle n'avait certainement pas pu imaginer, moi non plus d'ailleurs, qu'on arriverait à ce point de délire. Mais si elle ne l'a pas anticipé, ce qui se passe actuellement, elle a posé les bases, comme je le disais tout à l'heure, de ce qui permet d'y échapper, d'y résister et de contre-attaquer d'une certaine manière. C'est en cela que son œuvre est tout à fait prophétique, d'une certaine manière. Donc, on ne l'attend pas forcément sur ce plan-là, on préfère en général parler de l'apologie du capitalisme, etc., alors que c'est sur un plan beaucoup plus épistémologique qu'elle a été tout à fait fondamentale. Il faut se rappeler que la pensée d'Ayn Rand est d'abord fondamentalement d'ordre cognitif. Qu'est-ce qui permet à l'être humain de comprendre, de connaître le réel par la conceptualisation, fait-elle remarquer, aussi par tous les liens logiques, on y revient, j'en parlais tout à l'heure, entre la cause et les effets, et à partir de cela, en s'appuyant sur cela, en effet, on peut commencer à savoir ce qu'est le réel et à pouvoir, si l'on peut dire, commercer avec lui pour créer, pour produire, et produire au sens randien, c'est-à-dire c'est pas la production au sens matériel habituel, c'est une production au sens où où on crée quelque chose de tout à fait inédit. J'aime votre choix de verbe, commercer, parce que, comme on peut le dire, du commerce agréable avec les gens que nous aimons. Voilà, c'est ça. Peut-on encore commercer à partir du moment où on disconvient de ce que sont les bases du réel? C'est impossible. C'est là le grand danger. C'est un peu Babel, ça. C'est le grand danger de l'époque. Hein. Elle n'est pas la seule, évidemment, à proposer un absolu quelconque. Les croyants religieux ont d'autres possibilités d'accès, mais elle le fait à partir d'un substrat intellectuel, rationnel, qui est accessible à n'importe qui, pourvu qu'il veuille bien penser avec son propre esprit, respecter un certain nombre de règles tout à fait d'hygiène intellectuelle.
Alors, peut-on faire le pitch maintenant pour ceux qui seraient ignorants de l'œuvre de ce qu'est cette grève, de ce qu'est le prétexte de ce roman? Puis, on doit le dire, c'est plus qu'un roman, c'est l'hyper-roman. C'est en français, quoi, 1200 pages, 1100 Oui, oui, pages? oui, c'est bien le millier de pages, oui. Et je le souligne, je ne sais pas si la statistique est encore fondée, mais on disait, à tout le moins pour les Américains, que Atlas Shrugged est le deuxième livre qui a eu le plus d'impact chez ceux qui étaient sondés après la Bible. Mhm. Alors, on dira, bon, ben, la Bible n'est pas une référence sérieuse, donc est-ce que Atlas Shrugged peut en être une? Mais quand même, ça dit quelque chose de l'impact de Ayn Rand. Ah oui, il a tout à fait été considérable. Encore une fois, parfois avec un certain nombre de malentendus, mais ça a été une sorte, à l'époque, de révélation. Et ça, pas simplement aux États-Unis. Moi, je me rappelle avoir, dans un voyage en Amérique du Sud, à Buenos Aires, pour être précis, vu le moment où Atlas avait été traduit en espagnol. Il y avait d'énormes piles de ce livre sur les étalages des plus grands libraires. Et par conséquent, ça va tout à fait au-delà de la seule sphère américaine, parce que c'est quelque chose qui parle à n'importe qui, à tout esprit qui veut en effet de retrouver sa lucidité ou qui ne l'a jamais perdue et de s'appuyer sur ce qu'on appelait tout à fait la rationalité tout à l'heure. Alors, je reviens au pitch, parce qu'on Oui. a vu d'ailleurs dans des manifestations, ici en France et ailleurs dans le monde, une question qui est posée dans le roman. Who's John Galt? C'est bien ça, John Galt? Qui est-il? Parce qu'il y a dans le roman de Ayn Rand un suspense. Absolument. Ah, moi, j'ai qualifié presque de polar, de roman policier à certains égards. Il y a plusieurs recherches qui interfèrent les unes avec les autres, en particulier celle du fameux moteur qui est censé avoir inventé John Galt. Et puis, on cherche évidemment John Galt lui-même. Et on cherche ce que sont devenus tous les créateurs qui ont mystérieusement disparu et qui, en réalité, justement, ça justifie d'ailleurs le titre de l'ouvrage dans sa traduction française, et qui sont en grève, qui se sont mis à l'écart pour ne plus participer, être victimes de l'oppression bureaucratique. D'ailleurs, ça divulgâche un peu le titre français, la grève, quoique c'est une grève inversée. C'est un cas où les grévistes décident de se retirer parce qu'ils estiment avoir trop longtemps porté le monde sur leurs épaules. Alors moi, je défends toujours, on me l'a parfois reproché en France en disant, alors premièrement, moi je mets au défi pour un rendu littéraire en bonne langue française de Atlas Shrugged. Littéralement, ce serait lorsque Atlas jette son fardeau par-dessus les épaules, etc. Or, pendant longtemps, le titre de Atlas Shrugged a été choisi par Ayn Rand au dernier moment. Pendant longtemps, son titre de travail, c'était The Strike, la grève. Donc, on s'est contenté de reprendre son titre préféré, et elle l'a changé à la demande de l'éditeur parce qu'il craignait que les syndiqués fassent la fine bouche ou bien qu'on lui dise mais c'est extrêmement ambigu. Et c'est intéressant parce que même en France, certains syndicats ont poussé les hauts cris en disant mais non, là, c'est pas la grève des prolétaires, la grève, là, c'est presque le monde à l'envers. Ce sont ceux qui créent, qui sont au-dessus du panier, etc., qui se mettent en grève. Donc, ça respecte tout à fait, c'est absolument fidèle à l'esprit dans lequel Ayn Rand a écrit son roman. C'est la grève, donc, de ceux qui Des produisent, créateurs. des créateurs. Alors, quand on parle de créateurs, d'ailleurs, l'horizon est vaste. Oui, tout à fait. Alors, là, on peut ouvrir une incidente. Moi, j'ai toujours été frappé, et c'est pas assez remarqué, que les héros des deux grands romans d'Ayn Rand ne sont pas des banquiers. Howard Rourke, donc, dans The Fountainhead, est un architecte. Oui, qui est un architecte, et John Galt est un ingénieur. Donc, ce sont des gens qui ont affaire au réel, qui essaient de le modeler de façon créative, qui se mesurent à lui, et qui veulent avant tout s'accomplir dans ce qu'ils créent. Dans la grève, il y a évidemment d'autres créateurs. Il y a par exemple dans le petit groupe qui se réunit au jour de John Galt dans une sorte de retraite où ils sont donc en grève. Il y a aussi bien un auteur de romans, il y a un compositeur
de musique, il y a des découvreurs de ceci ou de cela. Par conséquent, en effet, le registre du créateur est vaste. C'est celui qui utilise toutes les ressources rationnelles de son esprit pour, en effet, améliorer le réel, et souvent d'ailleurs pour le bénéfice du plus grand nombre. Ce qui contredit tout à fait le cliché répandu sur Ayn Rand, c'est l'ultra riche, etc. C'est presque tout à fait l'inverse qui est la vérité. Alors, est-ce que l'argent, justement, compte pour quelque chose dans la pensée de Rand? Parce qu'il y a deux grands discours dans La Grève. Alors, il y a John Galt qui va monopoliser par un discours qu'il fait à la radio un 15e du roman à peu près, un 12e. Enfin, oui, largement, oui. C'est énorme. Et puis, il y a Dan Konya aussi qui parle d'argent et de ce qu'il faut arrêter de le démoniser. Alors, qu'est-ce que ça représente pour Ayn Rand, l'argent? Alors, ça représente évidemment quelque chose d'extrêmement important, ne serait-ce que parce qu'elle avait adopté le signe du dollar, en effet, de façon emblématique, qu'elle voulait Elle le portait incarner. en pins, le signe. Oui, voilà. Mais c'est moins le dollar en tant que tel qu'en tant que vecteur de l'échange, du commerce entre les individus, lorsque, en effet, ceux qui créent, qui proposent donc de satisfaire le besoin d'autres personnes, peuvent échanger le fruit de leur travail. Donc, l'argent a un double statut. D'une part, en effet, il est tout à fait légitime de chercher à gagner de l'argent, pourvu qu'on respecte les autres, etc. J'allais dire, et qu'on se montre rationnel, mais si on ne se montre pas rationnel, eh bien, on n'y parviendra pas. Mais par ailleurs, ce qui compte avant tout, c'est de pouvoir arriver au self-fulfilling, à l'accomplissement de soi, en agissant sur le réel, en créant, et si cela permet de gagner de l'argent, et même un maximum d'argent, c'est pas la motivation première, c'est quelque chose qui va de pair. Arriver à gagner de l'argent en créant quelque chose d'utile aux autres. La construction de soi, est-ce que ça serait d'abord le cœur de l'objectivisme? Oui, c'est ce que dans le self-fulfilling, le self-achievement, c'est ça, c'est la construction, c'est ce que moi j'ai traduit en français, ce qu'on traduit souvent en français, par l'accomplissement de soi. Se construire, en effet, en respectant tout ce qu'elle appelle, donc dans le discours de Gaulle, ça a été repris après souvent dans ses conférences et ses articles, les valeurs et vertus qui caractérisent l'objectivisme. Et quelles sont ces valeurs et vertus? Il y en a vraiment toute une série, mais avant tout, par exemple, il peut y avoir la productivité, la fierté, alors la rationalité au premier plan. Et donc, il y a toute cette déclinaison qui peut paraître un peu abstraite. C'est pourquoi moi, j'attache le plus grand prix à la manière dont elle a incarné tout cela dans la trajectoire de ces deux grands héros, dont on parlait, Rock et Gaulle. Ça va même dans la grève, il n'y a pas que John Galt, il y a d'autres héros, si l'on peut dire, qui incarnent tout à fait la vision d'Ayn Rand. Et parfois même au plus modeste. Il y a quelque chose de très frappant à ceux qui reprochent, alors c'est un cliché, c'est vraiment une image toute faite et qui se veut dépréciative, qui pense qu'Ayn Rand ne pense qu'aux ultra-riches. Mais comme la grève se passe essentiellement autour de chemin de fer, dans une entreprise de chemin de fer, il y a C'est une belle métaphore d'ailleurs du monde d'aujourd'hui, parce que c'est la communication, c'est théoriquement la fluidité. Tout à fait, pour elle, c'était vraiment, moi comme je suis un amoureux du chemin de fer, en effet, j'ai été absolument ravi quand j'ai découvert Atlas. Donc il faut fabriquer des rails, il faut viser l'excellence dans tous les domaines. Or, dans ce monde du chemin de fer, il y a évidemment des cheminots, et dans la grève, on s'aperçoit que les plus modestes des cheminots peuvent être imprégnés de cette mentalité randienne de productivité, de rationalité, de fierté, d'être soi, de refus de la dignité aussi dans l'accomplissement de son métier. Oui, voilà, tout à fait. Donc, le plus modeste, un aiguilleur ou un conducteur de train... Qui fait bien son boulot. Oui, et peut-être quelqu'un de parfaitement, incarné parfaitement, donc l'idéal d'Ayn Rand. Vous parliez de personnages, il y en a un justement qui m'intéresse dans la grève, je pense que c'est Hank Rearden. On peut peut-être parler un peu, parce qu'il est l'incarnation de ce créateur, entrepreneur, homme d'affaires, qui met au point, c'est un ingénieur aussi je pense, qui met au point un nouvel alliage
d'acier, extraordinairement performant, et on verra s'abattre sur lui les forces de la bureaucratie parce qu'on jugera injuste qu'il ait un avantage compétitif. Plus encore, il y aura des scientifiques pour venir nier le réel. Donc, des scientifiques adoubés, corrompus. L'Institut des sciences, dans ce monde que décrit Ayn Rand, ne dit plus la vérité. Et Hank Rearden en fait les frais. Oui, alors c'est aussi je pensais justement à lui, c'est un très grand héros, dont Dagny Taggart et Hank Rearden, qui sont un couple, en tout cas au début du roman, sont animés par cette exigence d'excellence. Et c'est vrai, et d'ailleurs, aux éditions Les Belles Lettres, lorsqu'on a publié la traduction d'Atlas sous le titre La Grève, pour illustrer il fallait une couleur pour la couverture du roman, et on a pris un gris acier qui incarne la couleur qu'a choisi Hank Rearden lorsqu'il a créé ce rail aux vertus extraordinaires qui excite la jalousie de ses concurrents et qui sont prêts à n'importe quoi, en effet, pour tuer son invention, sa création dans l'œuf. Donc c'est quelqu'un qui est aux prises avec la bureaucratie, mais aussi avec la mauvaise concurrence, la concurrence déloyale de ceux qui ne supportent pas que quelqu'un de génial ait inventé quelque chose dont ils ne sont pas capables eux-mêmes. Il y a une chasse non seulement à la culpabilité, mais aussi au ressentiment de ceux qui, dans le monde d'Ayn Rand, se sont dépassés par ceux qui ont fait le choix de la rationalité créatrice. Il y a d'ailleurs une mauvaise compréhension du capitalisme qui dit exalter la compétition, mais qui, dans le fond, souvent, préfère la médiocrité et la corruption. Absolument, et là, c'en est l'illustration tout à fait frappante. C'est pourquoi le capitalisme que cherche à illustrer Ayn Rand, une sorte de capitalisme d'excellence, où non seulement on respecte scrupuleusement toutes les règles de la concurrence, mais où, en effet, on n'essaie pas d'abattre les concurrents eux-mêmes. Il y a une sorte de règle du jeu que la moralité, puisque d'une certaine façon, Ayn Rand est peut-être avant tout une moraliste, en effet, et respecter les règles du jeu dans ses relations avec les autres, avec simplement le postulat de non-agression, ne pas agresser les autres, donc les laisser évidemment aussi mener les affaires telles qu'il le souhaite, c'est quelque chose qui doit présider donc au jeu du capitalisme. Donc d'une part, le capitalisme, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée, et c'est quelqu'un qui crée pour répondre au mieux possible des besoins de ses contemporains, ce que Hank Rearden et Dagny Taggart cherchent à faire, soit en manageant de façon tout à fait créatrice et productive une compagnie de chemin de fer, et puis pour l'autre, en créant ce fameux, ce qu'on appelle, je crois, dans le roman, c'est le Metal Rearden. Et ils sont détruits. Pardon? J'ai dit, et ils sont détruits par cette volonté de faire les choses exceptionnellement. Et la bureaucratie est très directement montrée du doigt. Absolument. La corruption au plus haut niveau. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu au monde dans lequel on est aujourd'hui? À la blague, enfin, ce n'est pas une blague, je ne sais pas si vous l'avez noté, il y a quelques mois, il y a des passagers à bord d'un train aux États-Unis qui est en direction, je pense, de la Floride, qui ont été immobilisés sur le rail pendant une vingtaine d'heures sans qu'on leur donne vraiment d'instructions. Le train s'est immobilisé, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus, et c'est exactement une des images qu'on retrouve dans la grève. C'est-à-dire ces trains qui, au milieu de la nuit, s'arrêtent, et puis on ne sait plus. Oui, quand le comète a son accident, en effet, et c'est grâce au dévouement d'ailleurs des cheminots de base qu'on arrive à tout de même à éviter le pire. Mais ça se produit évidemment dans la réalité. Ce que vous dites se produit de temps en temps aussi en France, où pendant des heures et des heures, les gens n'ont aucune information, on les abandonne à leur sort, ils ne savent plus ce qui se passe, ils partent sur les rails par détresse en essayant à pied. D'arriver à un endroit plus sauf. Mais c'est une métaphore, évidemment, de quelque chose de plus grave, oui. Parce que c'est un peu le canari dans la mine qui nous dit
tout est à volo, Mhm. il n'y a plus de compétences, et un jour, tout va se déliter. Mhm. Oui, tout à fait. Mais ce qui se passe, hein, on y revient toujours, c'est que de façon, j'allais dire presque géniale, Rand a su comprendre les lignes de force de quelque chose qui allait prendre de plus en plus d'ampleur, qui est au fond cette sorte de tendance à l'autodestruction du monde dans lequel où la compétence devient purement verbale, où l'idéologie passe avant, bien bientôt avec par exemple la discrimination positive. Ce n'est plus la compétence professionnelle de quelqu'un qui compte avant tout, c'est son appartenance à tel ou tel groupe. Alors, pour un aiguilleur ou un contrôleur aérien, ça devient pour moi problématique. Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Puis il y a peut-être dans d'autres domaines qu'on peut procéder au même constat. On disait qu'elle est moraliste. Est-ce qu'elle n'est pas, et ça serait un peu paradoxal, très idéaliste? C'est-à-dire que le monde qu'elle voudrait qu'on habite, les valeurs qu'elle exalte, ne sont pas universellement appliquées. Ça demande une échine, un ressort, une force qui nous renvoie à nous-mêmes tout le temps. C'est tout à fait possible. C'est une question en effet tout à fait légitime qu'on peut se poser, dans la mesure où il y a toujours une vision optimiste chez Rand. Peu à peu, les gens se rendront compte, etc., qu'en effet, c'est ce qu'elle propose qui devrait s'imposer à tous. Or, on n'en prend pas du tout le chemin. Là où C'est elle plutôt avait même vu beaucoup l'inverse. plus juste, c'est la force, la force malheureuse et destructrice de l'irrationnel, du caprice, du ressentiment, de la jalousie, etc. Or, c'est plutôt ça qui semble s'imposer dans le monde. Malheureusement, on n'est peut-être pas prêt de voir un univers randien. Les esprits optimistes diraient, mais on devrait s'en rendre compte parce que c'est à un moment donné, plus rien ne marche. Or, on a quantité d'exemples, voir par exemple la Russie actuelle, on s'aperçoit peu à peu que c'est un château de cartes qui est en train de s'effondrer parce qu'il a été élaboré de façon tout à fait irrationnelle et purement idéologique. Le nationalisme étant évidemment lui aussi un collectivisme, eh bien, construire un pays sur ces bases-là, en effet, ça ne peut pas marcher. Mais je Donc, vous opposerais que dans le monde réel, la Russie n'a pas cessé de fonctionner quand on s'est mis à la boycotter. Que l'économie russe, contrairement à ce que là on disait, parce que nous avons été dans notre discours très performatif, on a présumé que ce que nous faisions allait écraser cette société. Or, elle est restée dans le réel, bien pas tout à vivante. fait, pas tout à fait. Pas tout- L'industrie militaire russe est en train de sombrer. Là, si je puis dire, c'est la contre-attaque venimeuse des pro-Poutine, mais dans la réalité, peu à peu, dans nombre de domaines, par exemple aussi dans l'industrie automobile, eh bien, tout ralentit. Mhm. Et on le voit évidemment même dans le fonctionnement. Ils n'arrivent plus à produire de façon, par exemple, même pour les besoins de l'armée russe, ils n'arrivent plus à produire. Ils sont obligés, vous imaginez, ils sont obligés d'acheter des armes à l'Iran. Non, c'est Des dire, drones. ouais, et puis à d'autres pays ou à l'Afrique du Sud. C'est dire le naufrage dans lequel ils sont du point de vue de ce qu'Ayn Rand appelait la productivité. Mais est-ce que justement, d'une façon perverse, on pourrait souhaiter, le mot est vilain en français, mais admis de plus en plus, un collapse, un effondrement pour que... Parce que c'est un peu ce qui se passe dans la grève. C'est-à-dire qu'en se retirant, les créateurs accélèrent cette fin Absolument. d'un monde. C'est ce qu'ils visent, c'est ce qu'ils visent Et d'ailleurs. d'ailleurs, dans le discours que fait John Galt, qui sera très long, je paraphrase, et c'est très court ce que je fais, mais ce monde, celui dans lequel vivent les protagonistes, n'est pas le fait de vos péchés, mais le produit et le reflet de vos vertus. C'est votre idéal moral qui s'est réalisé dans sa force la plus aboutie. Alors, cette espèce de médiocrité dans laquelle baigne le monde de la grève n'est pas un problème de ce que les gens ont péché, mais au contraire de ce qu'ils ont valorisé, des valeurs morales, qui n'étaient peut-être pas adéquates, mais néanmoins correspondaient à l'esprit dominant. Oui, mais paradoxalement, ça correspond aussi à une époque où le monde était tout de même
moins éloigné des préceptes moraux d'Ayn Rand qu'actuellement. Ça n'a fait qu'empirer depuis. Par exemple, le respect de la parole donnée, ou qu'on n'avait pas besoin de transcrire forcément sur un papier quelconque, ça allait de soi. Ça ne va plus du tout de soi actuellement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, deux choses essentielles. D'une part, elle a formulé un diagnostic anticipateur qui permet de comprendre malheureusement ce qui se passe actuellement, mais en même temps, et peut-être d'une façon trop optimiste, elle a donné les armes pour parer à tout ce processus de déconstruction actuelle. Alors, déplions. Quel est le diagnostic qu'elle anticipe, si vous aviez à le faire sur l'époque que nous vivons aujourd'hui? Oui, alors le diagnostic, c'est que si on ne respecte pas les principes fondateurs, ce qu'elle appelle des axiomes de sa pensée, en effet, peu à peu, le monde, c'est ce qui se passe avec sous les yeux de tous ceux qui s'éclipsent et qui sortent de la circulation et qui vont rejoindre John Gall, eh bien, peu à peu, tout va cesser, non pas brutalement de fonctionner, mais peu à peu de mal fonctionner avec des à peu près, etc. C'est par exemple ce qui s'est passé en France. On a un magnifique exemple avec l'industrie nucléaire qui a été massacrée pendant plusieurs décennies, et dans les années récentes, en particulier dans l'hiver dernier, on a frôlé de près la catastrophe avec la production d'énergie. Tout ça parce qu'on ne savait pas trop quoi faire, on cédait aux oukases idéologiques des écologistes, etc. Donc, peu à peu, l'idéologie a pénétré le secteur de la productivité, et en effet, peu à peu, tout a failli s'arrêter. Donc ça, on a par exemple, dans la réalité actuelle, des exemples vivants de ce que pronostiquait et redoutait de voir surgir Ayn Rand. Ça, c'est pour le diagnostic. Si jamais on ne respecte pas un certain nombre de règles fondamentales dans nos rapports avec le réel et la manière d'exercer notre esprit de façon rigoureuse, rationnelle et logique, eh bien, on risque le pire. Je reste au diagnostic. Quel rôle le langage joue-t-il? Parce que dans la déconstruction, il y a nécessairement un rôle qui se joue quotidiennement dans nos communications. Oui, alors ça aussi, elle l'avait vu venir. Encore qu'elle était plus attentive à son époque au concept qu'au lexical et au sémantique. Sans doute, elle n'avait pas pu, peut-être, elle n'a pas tout vu arriver, sans doute qu'elle n'a pas vu arriver le fait que parce que pour les idéologues, c'est la manipulation du langage, ce qu'on avait très bien compris, par exemple, dans le fameux roman d'anticipation 1984, n'est-ce pas? Manipuler le langage, c'est arriver à pervertir et à dominer les esprits. Alors, on trouve trace évidemment aussi de cela dans la grève, mais c'est peut-être quelque chose qui a pris plus d'ampleur qu'elle ne l'aurait cru. Forcément, les concepts sont portés par des mots. Et par exemple, si on ne comprend pas que tout se tient avant tout dans le langage qui modèle notre perception du réel et qui empêche en effet de le comprendre et de le maîtriser, eh bien en effet, tout est promis à plus ou moins longue échéance, une sorte d'autodestruction. Vous disiez dans un deuxième temps, elle nous a donné les outils pour résister. Mm-hmm. Quels sont les outils aujourd'hui, dans la mesure où certains d'entre nous pensent qu'il faut résister, parce qu'il y a d'autres qui nous écouteront en disant « mais vous êtes hérétiques, messieurs ». Absolument. Et votre invité, Stéphane, est un penseur libéral qui probablement trahit son âge et le fait qu'il n'est plus dans le coup. Alors évidemment, je ne fais pas d'agisme ici, mais c'est une façon de faire échec et mat très facile d'ailleurs, de reprocher aux gens d'être plus dans le coup, gâteux, de ne pas être... Alors, je ne suis pas en train de vous insulter, rassurez-vous, mais pour ceux qui pensent qu'il y a un besoin de réponse ou de réaction, le mot ici n'est pas anodin, de réaction, quels sont les outils donnés, suggérés par Ayn Rand? Il n'y a pas beaucoup, parce qu'à partir du moment où le monde universitaire ou académique est de plus en plus gagné par cette frénésie de déconstruction et de déni du réel. Tout à l'heure, vous avez tout à fait raison de rappeler que l'un des enjeux actuels, c'est par exemple le biologique. Le fait que les hommes et les femmes sont biologiquement différents. Mais énoncer ça actuellement peut vous vouer aux gémonies
vous êtes presque un ennemi de l'humanité. Alors, comment faire face à ça ? Je n'ai pas la recette idéale, et malheureusement, je pense que c'est l'une des limites d'Ayn Rand, mais en toute bonne foi de son point de vue, de n'avoir pas imaginé à quel point l'idéologie pourrait faire barrage à tout ce qu'elle souhaitait voir advenir. Que faire lorsque des gens prétendent en effet que la division sexuelle est une pure construction sociale qu'on peut manipuler à son gré et entreprend en effet d'interdire d'enseigner ou de s'exprimer tous ceux qui osent ne pas respecter cette interdiction. Ce qu'on voit même maintenant parfois en France. Ça dépasse largement ce qu'avait anticipé Ayn Rand, ça. Oui, parce que c'est presque gentil ce qui se passe à son époque, qui est le fait, parce qu'à son époque, c'est le fait uniquement de la bureaucratie d'État qui arrive à pervertir un certain nombre d'industriels, alors que maintenant, ça ne vient pas de l'État, ça vient de quelque chose de pire, de plus insaisissable, des idéologues. Mais des institutions aussi, qui souvent livraient le combat pour rétablir le réel. Voilà. Les universités, par exemple, ont participé à livrer le combat contre les dogmatismes religieux à une époque. Or, aujourd'hui, les universités et plein d'institutions sont à la manœuvre. Oui. Alors, pour double raison, c'est que d'une part, une partie des responsables académiques ou universitaires ont été gagnés eux-mêmes à ces idéologies de déni de la réalité puis de la chasse aux sorcières. Puis, deuxièmement, souvent, ils sont saisis par la peur de s'opposer à des gens, en effet tous les idéologues dont nous parlons. Et cette lâcheté, on la voit aussi illustrée dans la grève. Au fond, il y a deux sortes. Il y a ceux qui ont trahi, puis ceux qui sont lâches, complices. Et qui ont peur, et qui sont complices par lâcheté, parce qu'ils sont animés par la crainte de s'opposer, de résister, etc. Et tout cela, alors ça pose un certain nombre de problèmes de fond. Encore une fois, ça ne vient pas de l'État, mais de la part de gens qui, peu à peu, arrivent à gangréner l'État, ne serait-ce que sur le plan universitaire ou bien dans d'autres domaines. Or, aujourd'hui, l'État, il est, en tout cas chez nous en Occident, hypertrophié, omnipotent. Je ne sais pas s'il est omnipotent, mais il est puissant. C'est exactement la recommandation inverse que fait Ayn Rand. Elle dit il faut. Alors, elle ne dit pas que l'État est inutile. Elle n'est pas favorable à la destruction de celui-ci, loin s'en faut. Ah, pas du tout. Mais qu'il doit être ramené à des proportions, disons, plus raisonnables. Oui, elle est en accord avec ce qu'on pourrait appeler les vues du libéralisme classique. Elle est en faveur d'un État limité. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle s'exprime, elle dit mais il y a des missions, des tâches que seul un gouvernement limité peut accomplir. Elle n'est pas du tout, par exemple, pour la privatisation de la sécurité. Le ressort du gouvernement, elle le dit par exemple dans un de ses articles célèbres où elle présente l'éthique objectiviste au début de la vertu des communistes, elle dit il y a une tâche essentielle pour un gouvernement limité, c'est faire respecter la sûreté, les contrats, etc. Sinon, tout s'effondre. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité. Oui, absolument. Et donc, elle rejoint d'ailleurs tous les grands libéraux du passé, puis même, par exemple, Mises prétendait la même chose. Et ça pose un problème intéressant des rapports entre l'anarchisme ou l'anarcho-capitalisme et Ayn Rand. Ayn Rand vomissait l'anarchisme. Pour elle, c'était des zombies complètement irresponsables, en effet, et ça l'a séparé, en effet, d'un certain nombre de libertariens. Actuellement encore, aux États-Unis, il y a de vifs débats entre les libertariens d'obédience randienne, objectiviste, et puis les autres. Et pour revenir à ce que vous disiez aussi, l'un des problèmes qui se passe actuellement, c'est que, en parallèle à cette toute-puissance, cette omnipotence de l'État, que nombre d'auteurs avaient déjà pointé, il y a une sorte d'impuissance de l'État à faire le minimum des tâches qui lui reviennent. Non, c'est inversement proportionnel. Plus il est gros,
moins il accomplit le minimum. Oui, en effet. C'est parce que, encore une fois, le monde à l'envers. Et ça n'existait pas. Il faut voir que depuis... Alors ça, c'est vraiment intéressant. Qu'écrirait, que défendrait comme conception Ayn Rand si elle écrivait actuellement avec le monde qu'elle a sous les yeux, voyez-vous. Or, il y a des choses... À son époque, la grande perversion venait du marxisme. Le marxisme gagnait peu à peu les esprits. Ayn Rand avait été affolée lorsqu'elle est venue aux États-Unis, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin des années 30, de voir à quel point le soviétisme, le marxisme bénéficiaient de la complaisance des intellectuels new-yorkais de la côte Est. Des élites intellectuelles américaines. En fait, il y a d'ailleurs un vrai malentendu, parce qu'on pourra peut-être faire justement un petit détour par la biographie d'Ayn Rand pour bien la comprendre, parce qu'elle n'est pas née Ayn Rand. Absolument. Elle est née Alissa Rosenbaum, donc russe d'origine. 1905, Saint-Pétersbourg, oui, c'est ça. Dans un monde qui n'a pas encore basculé à la faveur de la révolution soviétique de 1917. Quand elle fuit la Russie, parce que c'est un peu ce que fait sa famille et qu'elle fait, et qu'elle choisit les États-Unis, elle ne se doute pas de ce qu'elle va rallier. Tout à fait. Et très proche idéologiquement de ce qu'elle a fui. Exactement. Alors, lorsqu'elle arrive aux États-Unis, les marxistes ne sont pas encore tout puissants, en particulier dans le monde universitaire. C'est peu à peu que la gangrène s'installe d'une certaine façon. Et effectivement... Gangrène si on n'est pas marxiste comme vous, parce que les marxistes diraient que c'est l'inverse. Dans les années 1938-1939, elle commence à être tout à fait indignée de voir, comme vous venez de le dire, que ce qu'elle avait fui, eh bien, elle le retrouve. C'est l'époque où il y avait une complaisance à l'égard et déjà c'est Roosevelt lui-même qu'elle combattait avec la dernière vigueur, tout en ayant d'ailleurs voté pour lui aux premières élections américaines au début des années 1930. Donc il y a une complaisance à l'égard de l'Union soviétique, et peu à peu, tous les poncifs du marxisme étaient en train de se répondre. Ça a reculé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis après, peu à peu, c'est rapport. L'un de mes grands et regrettés amis, Jean-François Revel, faisait remarquer que ça date d'une quinzaine d'années, cette remarque, que si on voulait trouver un endroit du monde où le marxisme prospérait le plus, il fallait aller visiter les universités américaines. Voyez-vous ? Donc après, ça a eu un regain de Vous n'oublierez pas avec moi qu'on a déjà dit, et je sais que la formule est un peu usée, mais qu'à Paris, à une époque, valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Tout à fait. C'est exactement ce que dit Revel des Américains. Absolument. Et donc, c'est ce que très vite Ayn Rand a repéré lorsqu'elle est arrivée à son grand désespoir. Celle-là, à l'époque, un petit peu déportée vers la droite conservatrice, mais elle en est vite revenue, puisque pour elle, le conservatisme était pratiquement aussi, si je peux dire, aussi pire que le communisme. Hein. Aussi détestable. Ah oui. Est-ce que c'était une femme de politique, Ayn Rand? On ne peut pas dire ça. Elle était parfois tentée par la politique, mais on est vite revenue, parce qu'elle considérait qu'en effet, il y avait des préoccupations tout à fait superficielles, des conflits de pouvoir qui faisaient passer à côté de la réalité. Donc elle a abandonné tout ça, et après, par exemple, Reagan était quelqu'un qui avait beaucoup d'estime pour Ayn Rand, mais la réciproque n'était pas vrai. Pour quelque chose qu'on sous-estime d'ailleurs parfois en France, c'est le caractère et l'engagement anti-religieux d'Ayn Rand. Reagan, par exemple, avait ses yeux... Anti-chrétienne, carrément. Ah oui, Reagan avait à ses yeux le tort d'être un ennemi de la liberté de l'avortement. Ce qui permet de bien situer Ayn Rand sur l'échiquier américain actuel. Il y a un article tout à fait venimeux, mais c'est sans doute la seule chose qu'ils peuvent produire, qui est paru dans l'hebdomadaire Télérama, en France, contre Ayn Rand. Et ce qu'il passe tout à fait sous silence, c'est que, et il qualifie évidemment Ayn Rand d'ultra-droite, d'ultra-riche, etc. Et il passe tout à fait à côté du fait que par son... c'est une athée
rigoureuse. Et ça... Et elle revendique d'ailleurs son athéisme. Totalement. Et le fait qu'elle rejette non seulement les religions, mais qu'elle est tout à fait en faveur de la liberté de l'avortement, ne permettrait, dans l'échiquier américain actuel, nullement de la cataloguer parmi les partisans de Trump ou de gens comme ça. Alors, si on allait dans l'Évangile selon Ayn Rand, on verrait qu'il est d'abord terriblement antichrétien, parce que la question « faut-il aider son prochain ?» La réponse, c'est pas nécessairement, et à certaines conditions seulement. Et jamais ne laisser à quelqu'un, à quiconque, en fait, le droit de détenir une hypothèque sur notre système de valeurs. Mm-hmm. Mais c'est très important, parce que l'égoïsme est au cœur de la pensée de Ayn Rand, mais c'est un vilain mot aujourd'hui, égoïsme, parce que ça renvoie à quelque chose, évidemment, qu'il ne faut pas confondre, peut-être. Oui, alors, c'est un thème d'ailleurs sur lequel je suis en train de travailler. Donc, les relations entre égoïsme et altruisme chez Ayn Rand, puisque pour elle, l'altruisme, c'est une sorte de collectivisme qui induit la pire des choses, pour une raison simple et quasiment évidente. Lorsque on donne son sang sacrificiel à l'altruisme, pourquoi donc l'autre vaudrait-il mieux que moi-même? Pourquoi il serait fatalement, pourquoi je dois me sacrifier à lui? Et alors, ce qu'il faut savoir tout de même, c'est qu'elle a sans doute pas pris assez de précautions en utilisant un terme aussi négativement connoté. Mais tout de même, elle a bien prévenu. Par exemple, dans l'introduction à la vertu d'égoïsme, elle signale « Je prends l'égoïsme, je donne un new concept of egoism ». C'est-à-dire, je donne un sens tout à fait différent à égoïsme. Et cela pour des raisons philosophiques qui sont presque, j'allais dire, évidentes, en tout cas, qui ont un solide fondement. C'est que dans l'égoïsme, il y a ego, et l'ego qu'on traduit ou qu'on comprend toujours comme quelque chose de tyrannique et qui veut s'imposer aux autres. L'ego, c'est d'abord le self, c'est d'abord le je. Et on trouve le mot ego chez Descartes, on trouve le mot ego chez de grands philosophes comme Husserl, par exemple. Et donc, l'ego est à reconsidérer. C'est le mot ego, d'ailleurs, le dernier mot du premier livre d'idées qu'elle a publié, Hymne, Anthem, en 1937. Et il y a un peu de science-fiction ou de politique-fiction, d'ailleurs, dans cet ouvrage. Et on a affaire à une société totalitaire presque semblable à celle de 1984, où il s'agit de rendre les individus tous semblables les uns aux autres, dans une sorte de délire et égalitarisme, mais avec un nivellement à la base. Et peu à peu, il y a deux personnages qui redécouvrent en effet qu'ils sont des individus, qu'ils ont une individualité, une intériorité, quelque chose de profond qui vit en eux. Et c'est ce qu'elle appelle, dès 1937, l'ego. Donc, il y a tout un itinéraire intellectuel fondamental chez Rand. C'est pourquoi je disais que on a souvent tort de se fixer sur le capitalisme, l'entreprise, l'entrepreneur, etc. Parce que sur le plan philosophique, il y a quelque chose d'absolument plus subversif et fondamental qui est à l'œuvre avec cette pensée de l'ego et de l'égoïsme. Donc c'est un égoïsme, c'est celui, encore une fois, on y revient toujours, de l'accomplissement de soi, de vouloir le meilleur pour soi, par exemple dans le bon usage qu'on va faire de son esprit. C'est pas du tout l'égoïsme au sens cupide d'accaparer toutes les choses pour soi et de mépriser profondément tous les autres. Alors, je vous pose la question à 100 € ou à 100 $ si on est chez moi. Je suis preneur. On va voir si vous emportez la mise. Mais est-ce que c'est l'État omnipotent, parce que vous parlez de pensée subversive, qui s'accommode très bien de la disparition des individus? C'est un peu ça le totalitarisme. Ou est-ce qu'on n'est pas, à la base, tous ou nombreusement incapables d'assumer notre ego, notre individuation, si je parlais en termes jungiens? Mais au fond, il y a les deux qui se renforcent mutuellement. Rien ne prouve que tout être humain sera possiblement en mesure d'appliquer les conceptions d'Ayn Rand.
elle-même, est-ce qu'elle était persuadée qu'elle pourrait guérir tous les individus de cette culpabilité qui leur a été inoculée, ou peut-être qu'ils cultivent de façon foncière? Ralentissez là-dessus, ça m'intéresse. Donc, cette culpabilité qui serait initiale ou qui est sciemment cultivée? C'est le problème. Il peut y avoir une malédiction initiale qui fait qu'un certain nombre d'êtres humains, l'un des mots-clés pour bien comprendre Ayn Rand, et qu'on ne trouve pas simplement dans la grève, c'est guilty, la culpabilité. Et Ayn Rand entend déculpabiliser les individus dans le bon usage qu'ils font de leurs compétences personnelles, de l'usage de leur esprit. Et s'ils créent quelque chose qui marche auprès d'un public, il est tout à fait légitime qu'ils en reçoivent la récompense. Il n'y a pas à être coupable de quoi que ce soit. De ça. Voilà. Mais elle oppose le faire au dire. Absolument. On vient au problème du lexical auquel je faisais allusion tout à l'heure. Je reviens donc à votre question. En effet, il est tout à fait possible, et ce qui nuit parfois à la pensée d'Ayn Rand, c'est qu'elle est trop allusive et qu'elle n'a pas pris la peine d'argumenter de façon plus détaillée, plus longue, en s'opposant par exemple aux arguments. Elle est peut-être trop affirmative. Et ça aurait valu la peine, en effet, qu'elle approfondisse ce problème de la culpabilité. Est-ce que c'est uniquement le christianisme qui a inoculé de la culpabilité? Est-ce que la culpabilité n'est pas une malédiction fondamentale pour une partie des êtres humains? Et est-ce que ce qu'elle prêche, d'une certaine façon, son credo en faveur de la rationalité, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'imposer à tout esprit? Elle est optimiste dans ce domaine. Rien ne prouve qu'elle n'est pas excessivement optimiste. Alors, je vais une fois encore paraphraser un de ces personnages. Ça nous amènera peut-être en conclusion à La source vive de Fountainhead, qui, je pense, d'un point de vue littéraire, est une œuvre beaucoup plus aboutie que ne l'est La Grève. C'est Howard Roark qui va faire en cours sa défense. Alors, je paraphrase. Un homme qui pense doit penser et agir pour lui. Le créateur a son jugement seul. Le parasite se fie sur l'opinion des autres. Le créateur pense, le parasite copie, le créateur produit, le parasite pille. On pourrait dire qu'en très peu de mots, tout est dit. Alors, il y a le terme parasite, d'ailleurs, disparaît dans La Grève, mais c'était vigoureusement pensé. Le parasite est celui qui, toute culpabilité bue, utilise, exploite le travail créatif et productif des autres. C'est l'homme de seconde main, celui qui ne produit rien par lui-même, en effet, qui vit de ce que font les... Et qui ne pense peut-être pas pour lui-même non plus. Oui, ou en tout cas d'une façon qui est perverse, puisqu'en effet, revenons par exemple, pour illustrer ça, au problème de l'égoïsme. Ayn Rand ne disconvient pas du fait qu'il y a, si l'on peut dire, un mauvais égoïsme, celui de la cupidité, de la rapacité, où les autres ne comptent pour rien, où on ne respecte pas la parole donnée, etc. C'est celui de l'accaparement. Or, en effet, le parasite peut être mu par une mauvaise conception des relations avec les... D'une certaine façon, le grand objectif d'Ayn Rand, c'était d'arriver à proposer, comme elle dit, un nouveau type de relation entre les êtres humains, ce qu'elle appelle des relations non sacrificielles. Or, le parasite est quelqu'un qui sacrifie ce qu'ont fait les autres et qui entend en bénéficier alors que lui-même n'a rien apporté de positif dans le monde humain. Alors, elle n'était certainement pas rousseauiste, mais est-ce qu'on peut parler d'un nouveau type de contrat social entre les hommes, H majuscule, que propose Ayn Rand? Ou c'est pas un contrat social, un contrat moral. Un contrat moral qui serait implicite, ça voudrait dire que les individus, peu à peu, se rendent compte qu'on ne pourra pas survivre, si, c'est un terme qu'on emploie très, très souvent, qu'on ne pourra pas survivre, en effet, si on ne se convertit pas
à la rationalité, à la fierté, à l'estime de soi. Elle estime justifiée de soi, je corrige aussitôt. Là encore, est-ce qu'elle ne pêche pas par optimisme? Est-ce que c'est quelque... En tout cas, ce qu'on a sous les yeux ne permet pas de dire, non seulement dans le monde occidental, mais ailleurs sur la planète, qu'on ne prend pas le chemin. J'ai envie de terminer, puisqu'on parle de la source vive de Fountainhead, de parler d'un personnage qui, dans ma tendre jeunesse, m'a beaucoup marqué et angoissé, dont on ne parle pas souvent. Ellsworth Toohey, qui, c'est bien son nom, hein? Oui, oui. Qui est brillant, Mm-hmm. qui est cultivé, Mm-hmm. qui a une connaissance de l'histoire et qui est totalement corrompu. Absolument. Qui est complice de la destruction et qui devient cynique. Mm-hmm. L'élite pourrie qui participe presque avec gourmandise à la destruction des forces vives. Mm-hmm. Et il m'a fait très peur, ce personnage, parce que je le vois aujourd'hui. Ah oui, il prolifère, mais il était déjà présent à l'époque de Nantes. Et ça, et même dans ses rapports avec les elle décrit tout un environnement humain qui est fondamentalement, en effet, corrompu sur le plan moral, mais même sur le plan de la relation entre les individus, où on trahit, etc. Il y a par exemple même des épisodes de la vie conjugale de ces personnages où il y a une femme qui est désespérée en voyant comment son mari se comporte à l'égard des autres, où il peut tout à fait renier des engagements, des promesses, etc. Mais derrière tout ça, derrière cette corruption morale, en effet, il y a une corruption idéologique. C'est peut-être une distinction que ne fait pas assez la corruption idéologique, c'est-à-dire cette perception faussée du monde que l'on tente en plus d'imposer aux autres. Alors évidemment, on peut dire que c'est immoral, mais la manière dont ça se propage, ça s'impose, ça file un peu partout, et elle en donne tout à fait l'illustration, c'est quelque chose dont on ne voit pas comment on pourrait lutter avec simplement des bonnes paroles. Et peut-être Ayn Rand s'est abusé en disant il suffit de me lire pour en effet comprendre ce qu'il faut faire dans la vie. Ça risque malheureusement d'être beaucoup plus compliqué et retors que cela. Mais puisqu'on parle de corruption, j'ai l'intuition absolument pas prétentieuse de faire la part entre le mal et le bien. Mm-hmm. Or, aujourd'hui, il est facile de relativiser ce qu'est le mal et ce qu'est le bien. Mm-hmm. Mais moi, ça m'inquiète beaucoup. Oui, tout à fait. Mais ça n'a plus, ça n'a plus aucune vertu publique, puisque beaucoup trop d'individus s'autorisent, en effet. Et là, on revient à quelque chose que Ayn Rand avait bien su pointer, c'est-à-dire la duplicité avec soi, le fait de s'autoriser à satisfaire ses caprices, les whims en anglais, ces caprices irrationnels plutôt que de respecter, de vouloir se mesurer à la réalité. Et on revient à la question que je formulais il y a quelques minutes, comment parvenir, non pas à extirper, mais à faire que cela recule et qu'il y ait une conception beaucoup plus affirmative de la vie qui puisse s'imposer. Ce qui m'a toujours troublé, moi, c'est la fin de la grève, où brusquement, on voit à quel point, d'ailleurs, Ayn Rand a pu être imprégné de la littérature réaliste de type soviétique. Il y a un certain nombre d'exégètes, d'ailleurs, qui ont dit il y a persistant au fond d'esprit, peut-être, le culte du héros positif, et puis le fait qu'à un moment donné, il y aura les lendemains qui chantent. Rien ne prouve qu'un jour, il y aura des lendemains qui chantent. Mais l'idée de se construire en héros, parce que c'est un peu comme ça que positionnent ces personnages, Ayn Rand. Elle a toujours dit, sur le plan littéraire, qu'elle avait un culte du héros. Peut-on être des héros à la hauteur de nos vies? L'avez-vous été pour votre vie seulement, Alain Laurent? Oui, c'est... c'est dit mollement, là, oui, mais...
Il y a toujours ce que Freud appelait un idéal du moi, n'est-ce pas, que l'on peut poursuivre avec des hauts et des bas. Mais n'échappez pas à la question. Oui. Avez-vous été à la hauteur, puisque influencé par Ayn Rand, oui. Puisque l'ayant lu depuis toujours, enfin depuis longtemps, avez-vous été à la hauteur des impératifs que vous vous étiez donnés à vous-même? Non, mais je me console en disant que Ayn Rand non plus. Par exemple, dans ses rapports avec son époux, je suis en train de chercher son nom, celui qui a été... son amant, etc., où il a piqué des crises de colère totalement irrationnelles en excommuniant des gens. Dans la biographie intellectuelle que j'ai publiée d'elle, en effet, elle est humaine, trop humaine, il ne faut pas l'oublier, puis chacun de nous l'est comme ça. Donc peut-être qu'elle propose un idéal qui serait hors d'atteinte, peut-être trop abstrait. Et alors, entre ces deux romans, d'ailleurs, c'est là qu'il y a une évolution. Je suis d'accord avec vous, non seulement pour les qualités littéraires de La Source vive, mais c'est vrai que Howard Hawks est tout de même parfois plus partagé. Mmh. Moins univoque. Oui, alors que John Galt, en effet, est taillé tout d'une pièce, il ne bronche jamais, il n'y a pas de faille ni de faillite, c'est presque... Alors, si on était méchant, on dirait inhumain, en tout cas, c'est surhumain, et il faut plutôt quelque chose qui soit à la portée plus humaine des individus. C'est un idéal à atteindre, et en effet, avec des hauts débats, l'humanité est beaucoup plus complexe que parfois elle paraît le croire et le supposer. Alors, je suggère, pour ceux qui se seront intéressés à notre conversation, de recommander la lecture, évidemment, de La Grève, de La Source vive, mais aussi de la biographie intellectuelle que vous avez écrite sur Ayn Rand, qui s'appelle... écoutez, comme ça fait une dizaine d'années que j'ai publié, le titre exact, c'est la Ayn Rand ou la passion de l'égoïsme rationnel. La passion de l'égoïsme rationnel. Et puis cette très belle traduction, évidemment, si on doit lire en français La Grève, dont je parlais tout à l'heure, qui est une référence. Je pense que j'ai préféré la lire en français que de lire Ayn Rand en anglais. Alain Laurent, ça a été un plaisir de vous avoir en face de moi. En tout cas, c'est un motif de satisfaction, c'est de voir à quel point, tout de même, la traduction française d'Atlas a gagné des lecteurs. Il y en a maintenant largement plus de 20 000. Alors évidemment, au regard des millions d'exemplaires qu'il y a ailleurs, mais il faut se souvenir toujours tout de même qu'on est en France. Et en France, que La Grève ait trouvé maintenant largement plus de 20 000 acheteurs, c'est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Bravo. Et encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Alors, c'était Adrien, ici en France, qui était avec nous, non pas aux tables tournantes, mais qui s'assurait que ça soit bien capté. Il y a Marianne Grenon qui a fait la recherche, Jeanne Croteau qui fera le montage de tout ça, Stéphane Bureau au microphone. Au plaisir de vous retrouver bientôt ici à Paris ou dans nos petits studios de Montréal. Ciao.